Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h30. Stella Kamga qui est avec nous, étudiante et blogueuse. Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Et Jean Dorido, docteur en psychologie. Le troisième confinement, certains conseillers de Jean Castex assuraient en off dimanche, évidemment à des journalistes, que le confinement c'était une question de jour, qu'il était imminent, que les écoles seraient vraisemblablement fermées. Et c'est ce qu'avait d'ailleurs titré le JDD dimanche, souvenez-vous, confinement imminent. Alors que le lendemain, hier lundi à l'Elysée, les conseillers du chef de l'État demandaient à la presse d'être prudents. Hier, Emmanuel Macron a expliqué qu'il ne s'exprimerait pas cette semaine, sans compter le président du Conseil scientifique qui change de discours. Le confinement, ça urge, disait-il dimanche, et hier, il expliquait qu'on n'était pas à une semaine près. Bref, c'est la cacophonie au sein du gouvernement. Est-ce de l'amateurisme selon vous? Est-ce qu'on va nous annoncer un reconfinement cette semaine, peut-être jeudi? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est très partagé pour le moment. Le 0826 300 300 pour débattre avec les vraies voix. Voici le grand débat. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. En confinement, tout seul je suis bien mieux, je suis pas contagieux. En confinement. Oui. Alors ça dépend, pour le premier confinement oui, le deuxième pourquoi pas, le troisième on commence à en avoir marre. Jean-Paul Ortiz est avec nous, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Bonsoir Jean-Paul Ortiz. Bonsoir. Bonsoir à vous. Jean-François Delfrécy, donc je le disais, le président du Conseil scientifique, qui nous expliquait qu'il était urgent de confiner. Aujourd'hui il nous explique que finalement nous ne sommes pas une semaine près. Jean-Paul Ortiz, le confinement alors, une fois pour toutes, c'est urgent ou pas? La réponse est bien difficile à donner de cette façon-là. D'un point de vue sanitaire, de toute évidence, on voit qu'il y a une augmentation très importante lorsque on a du variant, à cause du variant en particulier britannique, à cause de la grande contagiosité de ce variant. Et lorsqu'on fait ces prévisions en tenant compte du variant britannique, on est très inquiet. Là, on se dit vite, il faut qu'on fasse confiner avant que ce variant ne diffuse partout. Ceci étant, nous sommes aujourd'hui dans une augmentation objective, factuelle, qui est sur un plateau qui progresse de façon relativement contrôlée. C'est pour ça que je dis que la réponse, elle n'est pas univoque. Et quand on regarde les chiffres en réanimation, des patients hospitalisés, d'une façon globale, et ceux qui sont hospitalisés en réanimation, là aussi, on est sur un plateau haut, mais nous ne sommes pas, en particulier pour la réanimation, sur les chiffres lors du deuxième confinement en octobre-novembre. Donc c'est une décision difficile. C'est plus l'arrivée des variants qui nous préoccupe d'un point de vue sanitaire que la situation de la diffusion du coronavirus classique, si j'ose dire, que nous connaissons bien, puisque par ailleurs, sur cette diffusion-là, on a un relatif contrôle et on n'est pas vraiment en tension majeure, mais on sent que s'il y a du variant britannique, ça va être terrible. Voilà, donc ce serait plutôt un confinement préventif. Si on regarde dans les autres pays, il y a énormément de décès. On vient de passer au Royaume-Uni la barre des 100 000 décès. Voilà, c'est le premier pays d'Europe à dépasser la barre des 100 000. C'est vrai que nous, Jean-Paul Ortiz, je vais donner la parole aux vraies voix dans quelques instants. Je parle au niveau des décès, évidemment, on s'en sort pas trop mal, Jean-Paul Ortiz. Peut-être grâce au couvre-feu, justement, qui a été installé depuis de nombreuses semaines. Alors, quand on regarde l'impact du couvre-feu dans les 15 départements où il a été mis en place dès le 2 janvier, là aussi, on voit que la circulation du virus, certes, continue, ça n'a pas arrêté l'épidémie, mais ça considérablement ralenti la progression du nombre de cas. C'est-à-dire que pratiquement on stabilise les choses, on est à une évolution autour de 3%, alors que dans les départements où il n'y a pas de couvre-feu, quand on compare les mêmes périodes, on arrive à des progressions de 40 à 50%. Donc oui, le couvre-feu à 18h a un impact. Néanmoins, et c'est assez intéressant de l'analyser, on voit que cet impact n'est pas forcément maintenu dans la durée, et deuxièmement, on voit que cet impact est assez irrégulier en fonction des départements, sans qu'on comprenne trop pourquoi d'ailleurs. Quand on regarde entre les Ardennes et les Alpes-Maritimes, les évolutions sont très contrastées. Donc on ne peut pas en tirer vraiment une conclusion franche, si ce n'est qu'indiscutablement le couvre-feu
à 18h, d'une façon générale, a un impact sur la circulation du virus, favorable sur l'augmentation du nombre de cas. Ça, plutôt positif. Alors, j'aimerais entendre les vraies voix. Jean Dorido, Stella Kamga, Philippe Bilger, sur la cacophonie du gouvernement, Philippe. Mais c'est terrible. Dimanche, on nous dit que c'est imminent. Ensuite, Macron dit le contraire. Le président du Conseil scientifique qui retourne sa veste, Philippe Bilger. Monsieur le Président, 2 points rapides. Sur le premier, je note que vous êtes en total accord avec le professeur Delfrécy qui avait dit que les variants ont complètement changé la donne. Donc j'ai cru comprendre que c'était votre point de vue. Mais pour répondre à la question de Philippe Rossi, qui parle volontiers de cacophonie, moi... je me demande si on n'est pas un peu incohérent. J'entends dénoncer depuis des semaines l'absolu pouvoir sanitaire qui relèguerait les politiques, et je ne vois pas dans les événements actuels de la cacophonie politique. Je vois au contraire, me semble-t-il, un pouvoir politique qui cherche un petit peu à reprendre la main de manière parfois instable, inconstante, mais qui reprend la main sur un pouvoir sanitaire. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Écoutez, je pense que les politiques ont aujourd'hui des décisions bien difficiles à prendre. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue sanitaire, y compris au niveau des médecins, nous avons des débats. Parce que on sait bien qu'un confinement, plus il est sévère, plus il va ralentir la propagation du coronavirus, mais on sait aussi, dans le même temps, et on a payé cher mars-avril d'un point de vue sanitaire, on sait aussi que dans le même temps, lorsqu'il y a un confinement dur, il y a un retard de diagnostic des autres maladies, un mauvais suivi des pathologies chroniques et des patients âgés qui accumulent les pathologies chroniques parce qu'ils ne vont plus voir leur médecin. Et en plus, il y a des décompensations psychiques et psychiatriques qui sont les lésions. On voit bien qu'il y a des syndromes dépressifs qui sont installés en nombre très important, des addictions, des violences intrafamiliales. Tout ça nous préoccupe beaucoup et ce sont les conséquences d'un confinement dur. Donc, y compris d'un point de vue sanitaire, je ne parle pas du côté économique, y compris d'un point de vue sanitaire, les relations sociales, ça fait partie de l'équilibre de la santé de tout un chacun, et annihiler complètement des relations sociales par un confinement dur, c'est une décision qui, d'un point de vue sanitaire, est très lourde à prendre. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir des mesures qui peuvent paraître à certains des demi-mesures, et on peut essayer probablement sur une ligne de crête de maintenir un minimum de relations sociales et de vie sociale qui sont indispensables à l'équilibre de tout individu, tout en évitant une contamination, parce que le virus, il vole pas, hein. Le virus, il est transmis d'un individu à l'autre. Et si vous arrêtez les relations interhumaines, bien sûr, vous allez arrêter la contamination. Alors, il n'y a pas que ça, hein, Jean-Paul Ortiz. Il y a aussi que la France, peut-être, n'a plus trop les moyens, Jean Dorido, Stella, de se permettre un 3e confinement. J'ai entendu dire que Emmanuel Macron voulait éviter un 3e confinement. Il ne veut pas. Hein. Il n'en veut pas, voilà, qu'il y aurait des conséquences économiques dramatiques. Il s'est fait taper sur les doigts, d'ailleurs, par son ministre des Comptes publics. Est-ce qu'on a les moyens de reconfiner ? Pas sûr, hein, Stella Kamga. Oui, c'est ça qui est la véritable question. Est-ce qu'on a les moyens de reconfiner ? Est-ce qu'on peut se le permettre ? Encore une fois, je ne veux pas faire ma mauvaise langue, mais il faudrait que la communication de la part de Olivier Véran, de Castex et même de Macron, qu'il faut qu'ils s'accordent déjà, qu'ils accordent leur violon et qu'ils nous disent enfin véritablement ce qu'il faut faire pour qu'on puisse retourner à une vie normale. Ah ben c'est le vaccin, tous les médecins le disent. Oui, mais tous les médecins disent que c'est le vaccin, mais il y a aussi d'autres médecins qui disent que ça n'empêche pas en fait d'être contaminé ou de transmettre le virus. Donc encore une fois, il y a toujours un truc de mais, il y a toujours une zone de flou qui nous reste, comment dire, un arrière-goût de flou qui nous laisse là en suspension et on ne sait pas exactement quoi faire ou où aller. Donc, oui, Jean-Paul Ortiz. Oui, si je peux me permettre, je pense qu'effectivement, vous avez raison, la solution unique
c'est la vaccination. Mais je n'arrête pas de dire, et c'est pour ça que de temps en temps je pousse des coups de gueule dans les médias, la vaccination c'est une urgence absolue. Quand je vois les chiffres du ministère où on a quasiment 1 million de vaccins dans les tuyaux là, qui sont soit en stock dans les supercongélateurs, soit en train d'être distribués, je dis qu'on a un retard logistique qui est absolument dramatique. Toute journée perdue en matière de vaccination, elle a des impacts économiques, elle a des impacts sanitaires. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire le plus rapidement possible, c'est améliorer la diffusion de ces vaccins dès que la Belgique, où ils sont fabriqués pour le laboratoire Pfizer, nous les livre en début de semaine. Il faut que ça aille très très vite pour que un maximum de patients à risque, de patients de plus de 75 ans puissent être vaccinés. Ouais. Nous, les médecins, on est prêts, les médecins libéraux, on est prêts et on est déjà en attente. On a des centres de vaccination que nous avons montés dans tous les territoires de France et de Navarre et on attend les vaccins parce que ça tarde à venir. Alors je sais bien qu'il y a une production industrielle qui se fait à son rythme et Dieu sait si là aussi il faudrait que Pfizer arrive à accélérer sa production, mais ça c'est pas très facile d'un point de vue industriel et je me réjouis que Sanofi s'y mette, mais c'est un peu tard, en alliance avec Pfizer, mais vraiment la vaccination c'est l'urgence. Oui. Et puis on compare aussi avec les autres pays qui se débrouillent plutôt pas trop mal. Jean-Marc de Bordeaux dans quelques instants avec nous, 0826 300 300, juste avant Jean Dorido. Non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion et puis tout ça est très mal expliqué. Il y a le sentiment qu'on était dans une politique jusqu'à maintenant d'apprendre à vivre avec le virus et les gestes barrières et faire le nécessaire, et là on a le sentiment qu'on passe à une politique de zéro virus comme l'ont fait d'autres pays et tout ça c'est pas expliqué au grand public que nous sommes, et avec effectivement ce sentiment de cacophonie sur le nombre de vaccinations, pour aller dans le sens de monsieur Ortiz, que je remercie d'ailleurs de rappeler à quel point c'est un drame sanitaire le confinement. C'est vraiment, merci de le rappeler, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très clair dans la tête du grand public que confiner le pays, vraiment le pays meurt, on ne détecte plus les maladies, les personnes décompensent, etc. C'est terrible et c'est vrai que on ne comprend pas où ça va. On a le ministre de la Santé qui nous dit à la fin de l'été on aura vacciné 70 millions de Français, on aura plus de Français vaccinés finalement que de Français tout court, et derrière Delfrécy qui dégomme tout ça en annonçant des chiffres tellement plus bas, c'est vrai qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Allez, est-ce que vous vous attendez à une annonce de reconfinement cette semaine? 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Jean-Marc est avec nous, nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bonsoir à vous Jean-Marc. Quel est votre sentiment déjà? Alors moi j'ai appelé ça de la cacophonie ou manque de communication, ou le gouvernement fait ce qu'il peut. Quel est votre sentiment Jean-Marc? Ah mais c'est le pompier, c'est ce qu'il peut. C'est ce qu'il peut. Je répondrai juste à deux petites remarques qu'a fait tout d'abord le grand Philippe Bilger, en disant qu'il n'y avait pas de cacophonie politique. Il faut peut-être se rappeler qu'au mois de décembre, vous aviez les grands classiques de la droite du Grand Est qui pleuraient à genoux devant l'Élysée pour demander le confinement. D'accord. Et vous aviez M. Retailleau, candidat à la présidentielle sur les primaires, qui lui disait « Ah ben non, il faut surtout pas reconfiner ». Ça, c'est ce qu'on appelle de la cacophonie à droite. Vous avez ensuite la cacophonie, effectivement, et je remercie le professeur qui était invité, qui a bien expliqué les choses. Jean-Paul Ortiz, Voilà, exactement. Et votre blogueuse qui est invitée, qui dit, moi j'attends que Castex, Véran et Macron nous disent ce qu'il faut faire. Je crois que monsieur a très bien expliqué les choses en disant qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, on est dans une situation épouvantable. Et alors, quand on critiquait la France, c'est le premier pays du monde. Regardez tous les pays qui sont revenus en arrière. Les Pays-Bas, qui n'avaient pas voulu confiner, aujourd'hui c'est la guerre parce qu'on les reconfine, parce qu'on les confine. Eux, on les confine, ils n'avaient pas été confinés. Personne aujourd'hui ne sait ce qu'il fallait faire. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est au niveau européen qu'on aurait pu avoir une stratégie globale, aussi bien pour la maîtrise du vaccin, parce que mine de rien, on est en train de taper sur le gouvernement. Oui, effectivement, peut-être que l'armée aurait été plus simple au niveau logistique que de prendre un cabinet privé, ça c'est une certitude, mais par contre, comment se fait-il que Pfizer et que Moderna ne peut plus fournir de vaccins parce que soi-disant que les chaînes ne sont pas assez performantes pour alimenter l'Europe? On peut bien se poser la question et là demander à l'Europe. Aujourd'hui, le reconfinement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez tout simplement d'un côté des gens qui écoutent les médecins, c'est ce qu'on appelait la dictature des médecins, voilà. Et de l'autre côté, vous avez Macron qui dit, et
M. Garrido l'a très bien dit, mais qu'est-ce qu'on fait de l'économie? Et pour répondre à la question, est-ce qu'on est possible de le faire? On ne peut plus le faire, mais on le sait très bien, ça fait 40 ans que la France est en déficit. Là aujourd'hui, on a notre trou, on est chez les Chinois. On le sait, c'est pas une nouveauté. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver les gens? Alors 18h, monsieur l'a dit, il y a des régions où ça matche très bien et d'autres régions où ça ne passe pas. Mais on ne peut pas faire du stop and go tout le temps. Il va falloir qu'à un moment donné, on prenne une solution. Oui, c'est le vaccin. Mais tant qu'on n'a pas le vaccin, on fait quoi? On continue à mourir. Et après, le grand débat, parce qu'il y a un autre débat aussi, de dire est-ce qu'on reconfine les personnes vulnérables? Et dans ces cas-là, on laisse les actifs travailler. Mais moi, je considère qu'on doit protéger nos aînés, c'est une évidence, mais que la cible aussi pour les vaccins, ce sont les actifs. Parce qu'effectivement, on laisse les actifs à la maison, on laisse nos aînés à la maison avec les vaccins. Donc de ce fait, on protège nos aînés avec les vaccins. Vous avez raison, Jean-Marc. Sont à la maison, le vaccin ne sert à rien, puisque on met à l'intérieur des maisons ceux qui pourraient reporter. Vous faites quoi, Jean-Marc, en 2022? Écoutez, en 2022, vous voulez pas vous présenter? Vous maîtrisez bien, hein, Jean-Marc. Mais me présenter, c'est pas le problème de se présenter, c'est le problème un peu d'être lucide. J'en ai marre d'entendre des débats continuellement depuis des mois et des mois. On se bat comme des chiffonniers sur des plateaux télé ou des plateaux de radio au lieu d'avoir un discours posé, clair et concis, et pas avoir des médecins qui se battent sur des plateaux télé pour dire moi je suis pour le vaccin, pour le confinement, moi non, et à la radio, la même avec les politiques. Soyons concrets et de toute façon, et je conclue par là, on est dans des élections départementales et des élections régionales, on fait de la politique, on fait plus de la réflexion sanitaire. Et si ça ne continue comme ça, je vous raconte même pas la présidentielle qui arrive, ça va être un désastre, parce que les gens, ils sont pris aujourd'hui en otage par des gens qui ont des ambitions nationales, et aujourd'hui la seule ambition nationale qu'on doit avoir, c'est l'économie et sauver les gens. Bon, finalement, Philippe Bilger, il a bien résumé, Jean-Marc. Bon, Emmanuel Macron, manque de communication, cacophonie ou pas, il fait ce qu'il peut, il voit avec les chiffres qui lui arrivent chaque jour, et bien malin celui qui pourrait faire mieux à sa place, Philippe Bilger. C'est-à-dire que on se rend bien compte que l'univers politique lui-même est la proie de dissensions, et là où je suis peut-être plus indulgent que nos amis, c'est que rien n'est simple face à ce fléau. J'ai l'impression que la politique du il n'y a qu'à, le chemin univoque n'a pas grand sens, et donc peut-être ai-je trop d'indulgence pour les hésitations, les parenthèses, les retours. C'est sans doute ma bonne nature qui est responsable de ça. Jean Dorido, juste après Stella, et on terminera avec Jean-Paul Ortiz. Le président, d'abord, il faudrait quand même rappeler qu'il fait des conseils de défense. C'est-à-dire qu'il a démarré... Oui, il en fait régulièrement. Ce que je veux dire, c'est qu'il a démarré cette crise sanitaire en disant nous sommes en guerre. C'est un fait qu'aujourd'hui, la France est gouvernée comme si elle était en guerre. C'est-à-dire qu'il y a le seul chef de l'État qui est aux manettes, qui décide. C'est comme si finalement il n'y a plus de Parlement. Les députés, quand bien même ils seraient, imaginons, pour un déconfinement total. Mais est-ce qu'on a le temps de débattre quand il y a urgence à confiner? Est-ce qu'on peut se permettre de débattre au Parlement? De toute façon, la question n'est pas le temps, parce qu'il n'y a pas de débat. Il y a un conseil de défense, on a décrété un état d'urgence sanitaire, beaucoup de gens. Et le président est le seul à décider, et j'espère, hélas je crains que ce ne soit pas le cas, j'espère toutefois qu'il a changé quand même de conseiller depuis le 28 octobre, parce que c'est quand même des savants de l'Institut Pasteur qui annonçaient que quoi que l'on fasse, on allait avoir 9000 personnes en réa à la mi-novembre. Souvenez-vous, on n'en avait que 4500. Oui, c'est vrai. Et donc, si vous voulez, c'est assez anxiogène d'avoir un président qui est seul à décider et qui a des oracles finalement qui ne sont pas valables en réalité. Allez, la conclusion, Jean-Paul Ortiz. Donc, on a bien compris, c'est ce variant qui pose problème. Et s'il y a confinement, ce serait un confinement préventif. Oui, tout à fait. Je pense que la situation elle est très difficile avec l'arrivée de ces variants. Il n'y a pas que le variant anglais d'ailleurs. Je voudrais simplement rajouter quelque chose au débat. J'écoutais attentivement ce qui était dit. Moi, j'ai quand même des éléments qui m'inquiètent actuellement. J'en ai parlé d'ailleurs avec Jean Castex et Olivier Véran il n'y a pas très longtemps. C'est le degré d'acceptabilité par la population française. Et ce qui vient de se passer aux Pays-Bas avec les émeutes dans la nuit d'avant-hier soir à hier, ça doit quand même nous amener à bien réfléchir. Vous parliez
d'un problème de communication et d'explication. Vous avez complètement raison. Il faut que l'ensemble des Français adhèrent. Jusqu'à présent, ils ont remarquablement adhéré aux mesures. Ils ont respecté les horaires, des couvre-feux, etc. Chapeau. Pour Noël, ça s'est finalement globalement bien passé. Bravo. Mais attention, parce qu'on sent, et moi je le vois dans mon cabinet, on sent une espèce de ras-le-bol. Et il faudrait pas que les Français à un moment donné disent « Oh, mais tant pis, il y en a marre maintenant. » Or, non, c'est pas vous avez raison. Justement, où on a la vaccination qui va nous sortir de ce pétrin, c'est pas maintenant qu'il faut relancer les efforts. Merci. Au contraire. Merci beaucoup Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Merci d'avoir débattu avec nous et surtout de nous avoir bien expliqué la situation. Le clin d'œil des Vrais Voix, c'est dans quelques minutes avec Jean-Marie Bordry. À tout de suite.